va s'arrêter à ce jeu-là de la même manière dans le cadre de cette prétoire concernée par la politique de la ville, avec surtout des comparaisons entre les quartiers et les autres territoires. Alors, je vous promets, le diaporama vous sera envoyé et vous aurez la possibilité d'y avoir accès directement à l'issue de cette présentation. Alors, dans un premier temps, je voudrais tout d'abord poser cette question qui me semble être vraiment fondamentale. La pauvreté, je pense que l'INSEE nous le dira tout à l'heure, la pauvreté à La Réunion, il n'y en a pas que dans nos quartiers prioritaires, il y en a un petit peu partout. On sait qu'on est sur un des départements français qui a le taux de pauvreté le plus fort. Et de ce fait-là, il est tout à fait logique de se dire que la politique de la ville, elle pourrait concerner un nombre de territoires beaucoup plus fort. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a dans les territoires politiques de la ville des spécificités? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que les habitants des quartiers prioritaires représentent 19% de tous les habitants de La Réunion. Mais s'ils représentent 19% des habitants de l'ensemble de l'île, ils représentent 53% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Vous voyez, 19% des habitants, mais plus de la moitié des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Il y a donc un effet sur lequel je reviendrai après, qui est un effet en quelque sorte de, comment est-ce que je pourrais dire, effet de surreprésentation et surtout un effet où on est un petit peu entre soi. Vous comprenez bien le principe, c'est le fait que 19% de la population, mais 53% des personnes en situation de pauvreté veut bien dire que cette surreprésentation, on vous a mis à côté un 2,8 fois plus, on va dire 3 fois plus, eh bien fait que quand on habite un quartier, la probabilité que mon voisin soit dans la même situation que moi, elle est beaucoup plus forte que si je suis sur un autre territoire, bien sûr quand je suis quelqu'un en situation de pauvreté. Vous noterez ce même effet de surreprésentation. On l'a par exemple sur les femmes au foyer, en bas à droite. Vous voyez, on est quasiment à 2 fois plus. Vous l'avez en bas à gauche sur les monoparents sans emploi. Et ça, c'est un élément vraiment fondamental sur la politique de la ville. C'est à la fois, on a une surreprésentation des familles monoparentales, mais parmi les familles monoparentales, on a aussi les monoparentales les plus fragiles, celles pour lesquelles il n'y a pas d'emploi. Et quand on connaît l'importance, par exemple, des familles monoparentales avec des ados, on voit tout de suite les enjeux qu'il y a en matière de politique de la ville, puisque qui dit ado dit aussi orientation scolaire. Qui dit orientation scolaire dit choix d'une voie professionnelle. Qui dit choix d'une voie professionnelle va dire à un moment donné un bon stage, va dire des stages qui peuvent se multiplier, notamment pour les jeunes qui sont en lycée pro. Mais si on a un seul adulte dans le ménage et si en plus cet adulte est sans emploi, on connaît l'importance du réseau pour obtenir un stage. Je pense qu'on est très nombreux à avoir eu des enfants qui sont passés par des stages et pour lesquels c'est nous qui avons été, on va dire, la personne qui a aidé à trouver le stage, voire qui a trouvé le stage. Mais si on était sans emploi, on n'aurait pas le réseau et bien évidemment, trouver un stage serait plus compliqué. On a aussi les mineurs vivant dans un logement surpeuplé. Je reviendrai sur cette question-là. 42% de tous les mineurs vivant sur la Réunion qui vivent dans un logement surpeuplé vivent dans un quartier politique de la ville, alors que ce n'est que 19% des habitants. Cette question, cet enjeu, il est vraiment fondamental, notamment pour la réussite scolaire, notamment pour l'exercice de la parentalité, notamment pour les violences intrafamiliales. Je pense que ça fait aussi partie de cet ensemble-là, sur la réussite scolaire, enfin, je l'ai dit, sur la réussite éducative, sur le bien-être des enfants, sur le développement des enfants et des jeunes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour de cette question du surpeuplement qui est loin d'être banale. Et là, à la rigueur, j'ai presque envie de dire, on est dans des taux qui sont proches de ceux qu'on trouve dans l'Hexagone. Autant sur la pauvreté, on a un taux beaucoup plus fort, autant sur les monoparents sans emploi, on a un taux beaucoup plus fort, autant là, sur le surpeuplement, c'est quelque chose qu'on trouvera sur un taux quasiment identique ou identique dans nos territoires, quartiers politiques de la ville, en France hexagonale. 37% des jeunes parents, donc 19% des habitants, mais 2 fois plus de jeunes parents ayant un enfant avant 25 ans. Et là aussi, on sait que derrière, ce sont des jeunes femmes. Pour une grande partie de ces jeunes parents, on va trouver des jeunes femmes. Et derrière ces jeunes femmes, on va trouver aussi des arrêts d'études et des arrêts d'emploi. Donc voilà, je ne vais pas tout reprendre, mais on sent bien qu'il y a là une surreprésentation importante. On peut passer à la diapositive suivante. Ce que je voudrais simplement dire, c'est, et derrière cette petite diapositive, c'est mettre en évidence la particularité que l'on a dans les quartiers, peut-être d'avoir moins de contact avec d'autres habitants des autres territoires. Et je voulais le faire apparaître au travers de cette question des licenciés sportifs.
Non seulement on a des spécificités quand on habite les quartiers, on l'a bien vu sur la pauvreté, de toute façon c'est le point de départ de la détermination des territoires, mais on l'a vu aussi sur d'autres aspects, je pense en particulier à la question de l'emploi, je pense à la question de la réussite scolaire. Ici, ce qui me semble être intéressant à mettre en évidence, c'est le fait que quand on habite un quartier, d'abord, on pratique moins fréquemment du sport. Donc, on va le voir, par exemple, on n'a seulement que 5% des femmes qui sont licenciées sportives, contre 9% en dehors des quartiers. Et puis, on a seulement 14% des hommes qui ont une pratique sportive, contre 19% à l'extérieur des quartiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins d'ouverture vers d'autres, vers des personnes qui sont un petit peu différentes de nous. Et surtout, si vous prenez le petit graphique de droite, vous allez observer la part du football. Et là, on se rend compte que c'est à peu près 43% des licenciés sportifs qui font du foot. Et on est vraiment dans l'entre-soi. On est dans cet entre-soi du monde du football où, en fin de compte, on n'est pas ouvert vers des personnes qui vont faire d'autres sports. On se retrouve dans les clubs ensemble, on se retrouve à jouer entre clubs de quartiers prioritaires et quelque part, l'ouverture sur le monde, elle n'est pas là. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais mettre en évidence au travers des licenciés sportifs et puis aussi ouvrir sur une réflexion que je ramènerai après, notamment sur l'usage du droit commun et notamment l'usage du droit commun local. On peut passer sur la diapositive suivante, sur mixité sociale, qui rejoint un petit peu celle-ci. Donc, on y est sans doute, mais c'est le temps qu'elle apparaisse sur l'écran. Ce que vous avez ici, c'est que vous avez un nuage de points. Un nuage de points qui représente chacun des quartiers français. Donc, vous avez des territoires qui sont des territoires, comment est-ce que je pourrais dire, chaque point, c'est un micro-quartier français. On a regardé la mixité sociale des habitants des quartiers et on a mis tout en bas les habitants des quartiers qui ont la répartition sociale identique à celle de la France. Et puis, on a mis tout en haut les quartiers sur lesquels, eh bien, en fin de compte, on a une catégorie sociale qui est, en fin de compte, surreprésentée. Et puis, on a mis à gauche du graphique les populations qui ont le niveau de vie, enfin les quartiers qui ont les niveaux de vie les plus faibles, et puis à droite, les quartiers qui ont les niveaux de vie les plus forts. Là, vous avez toute la France. Les points foncés, en fin de compte, ce sont les points sur lesquels eh bien, on a des quartiers prioritaires à La Réunion. Donc, c'est les plus gros points. Ce qu'on observe, alors ça ne vous surprendra pas, ils sont quasiment tous sur la partie gauche, parce que bien sûr, ce sont les quartiers les plus pauvres de France. Vous observerez que là où il y a moins de mixité sociale, c'est plutôt les quartiers les plus riches. Et on le retrouvera d'ailleurs aussi à La Réunion. Je ne vais pas donner de nom, mais bon, on a quelques quartiers quand même où les niveaux de vie sont très forts et où la mixité sociale est quasiment inexistante. Et dans nos quartiers prioritaires, y compris à La Réunion, on voit aussi qu'on a quand même pas mal de quartiers qui sont avec des points relativement hauts, ça veut dire en fin de compte une absence de mixité. Alors pourquoi est-ce que je parle de cette absence de mixité? Parce qu'en fin de compte, l'absence de mixité va se traduire par une absence de réseau. Le fait, et on le voyait sur la pratique sportive, de faire de la pratique sportive entre soi, le fait de se retrouver dans des quartiers où nos voisins nous ressemblent, on n'a pas la même possibilité d'avoir le même réseau. Et derrière ce petit indicateur d'absence de mixité dans les quartiers, qui peut paraître complètement banal, qui peut paraître logique, où voilà, l'entre-soi, on sait bien que ça existe, ce n'est pas la même chose d'être dans l'entre-soi quand on est aisé que quand on est pauvre. Quand on est aisé, c'est plus souvent par choix. Quand on est pauvre, ça va être plus souvent parce qu'on est dans des territoires où on va trouver un logement adapté à notre niveau de vie. Et en fin de compte, on va se retrouver entre ménages ayant les mêmes caractéristiques. Mais quand on est aisé, les réseaux, on va se les constituer facilement. Et puis d'ailleurs, on peut s'aider soi-même par son niveau de vie, par son niveau de formation, par ses propres ressources personnelles. Quand on est en situation de pauvreté, inévitablement, on a plus besoin d'être aidé. Et l'aide, elle ne vient pas seulement des pouvoirs publics ou des collectivités locales. L'aide, elle vient aussi de son environnement, de sa famille, de l'environnement. Mais quand on est dans l'entre-soi en étant en situation de pauvreté, eh bien, inévitablement, on accède à moins de choses. Et ce moins de choses, peut-être par exemple sur la question de l'emploi. Il faut savoir qu'à La Réunion comme ailleurs, quand j'habite un quartier politique de la ville, à niveau de formation équivalent, ma probabilité d'être en situation de chômage est plus forte
que si j'avais le même diplôme à l'extérieur d'un quartier. Et ça, c'est lié au réseau. N'oubliez pas que globalement en France, les 2/3 des emplois s'obtiennent par réseau, parce qu'on a entendu qu'il y avait là un poste, parce qu'on a été soutenu par quelqu'un, parce qu'on a été accompagné, parce qu'on nous a informé avant tout le monde qu'il y allait avoir des embauches, etc. C'est la même chose sur la réussite scolaire des enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que vos parents vont jouer un rôle incroyable sur la réussite scolaire de vos enfants. Et derrière, ça veut dire que bien, quand on sait qu'il y a une filière intéressante, quand on sait qu'il y a une opportunité, on va pousser nos enfants à aller vers telle ou telle filière ou telle orientation. Et on va connaître aussi le prix de la formation sur la réussite d'après. Par contre, quand on est dans l'entre-soi, c'est beaucoup plus le petit copain, le petit voisin qui va influer sur ses propres décisions. Donc, tout cet ensemble-là montre bien que cet entre-soi, quand on habite un quartier prioritaire, eh bien, globalement, c'est une absence de réseau. Et cette absence de réseau, elle a des conséquences sur mon devenir. Et c'est ce que nous, on appelle l'effet quartier. L'effet quartier, c'est que habiter un quartier, j'ai moins de chances d'avoir une évolution positive dans mon devenir personnel que si j'habite un autre territoire. Et donc, ça légitime complètement la politique de la ville. Sinon, nous reviendrions sur la démonstration du départ, c'est-à-dire que la pauvreté à La Réunion, il y en a partout. Pourquoi on s'intéresse spécifiquement à ces ménages pauvres et pas à d'autres ménages? Donc, j'espère avoir été assez clair pour que vous compreniez un petit peu l'enjeu de la politique de la ville. Et votre enjeu à vous, bien, il est ni plus ni moins, vous, acteurs de la politique de la ville, c'est d'aider, en fin de compte, au développement du réseau des personnes qui n'en ont pas. Et je pense que c'est notre métier à nous tous, acteurs de la politique de la ville. Alors, quels enjeux pour la politique de la ville? Qu'est-ce qu'on a retiré de ce travail de diagnostic? Parce qu'on pourrait passer 5 heures, le parcourir, et puis je pense que vous pouvez vous tourner vers le centre de ressources si vous voulez avoir des documents que vous n'auriez pas eu autrement. Ce qui est sûr, c'est que quand je prends mes territoires politiques de la ville, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a bien un vieillissement en cours. Et d'ailleurs, l'INSEE en parlait tout à l'heure en introduction, où on voyait bien la baisse de l'évolution de la population et notamment, pas que, à une petite baisse aussi du solde naturel. On a bien un vieillissement de la population. Ce vieillissement de la population, on le ressent bien dans les quartiers, mais sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir au niveau de l'Hexagone. Et là, je veux vraiment tirer votre attention. Faut être prudent et ne pas rentrer dans une logique nationale qui vise à dire mais les quartiers politiques de la ville, il faut travailler beaucoup sur les seniors. Dans vos territoires, l'enjeu premier et de loin, c'est celui de l'enfance et de la jeunesse. On a proportionnellement beaucoup moins de seniors aujourd'hui dans les quartiers prioritaires qu'on en a dans nos quartiers prioritaires de l'Hexagone. Et de la même manière, je dirais dans l'Hexagone, on en a beaucoup moins dans les quartiers prioritaires qu'on en a à l'extérieur des quartiers prioritaires. Et il faut qu'on soit hyper attentif parce que la tentation est très forte de voir glisser vers les seniors, parce que là, on a plein de réponses, le département, les caisses de retraite, etc. Et on y va, on va pouvoir décliner, mais c'est qu'une petite partie de la population. Et l'avenir de nos quartiers, je vais peut-être dire une bêtise, c'est peut-être pas forcément que les seniors, c'est surtout et avant tout les enfants et les jeunes. Donc, l'enjeu d'aller vers des enfants et des jeunes, c'est vraiment fort. Il y a bien un vieillissement, mais attention, la part des enfants et des jeunes, elle est très importante et beaucoup plus importante que ce qu'on observe dans les quartiers prioritaires de l'Hexagone. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure sur le surpeuplement, on a une vulnérabilité des enfants qui est aussi très importante. Et là, ce que nous, on appelle vulnérabilité, c'est des enfants qui cumulent tout un ensemble de difficultés, surpeuplement, monoparentalité, absence d'emploi à la maison, travail précaire, situation d'absence de diplôme des parents, tout un ensemble d'indicateurs qui font qu'à un moment donné, on va dire, les enfants, ils ont un petit peu moins de chance dans les quartiers qu'ailleurs. Et ça, cette réalité dans nos territoires, elle est très forte. Des enfants qui, quelque part, partent dans la vie, mais avec beaucoup plus de problèmes que les enfants des autres territoires. Et là encore, la politique de la ville, elle a vraiment tout son sens. L'autonomie des jeunes, alors bien, on devient autonome beaucoup plus tardivement. Alors par contre, il y a quelque chose d'incroyable, c'est l'écart entre sexes. Les jeunes filles arrivent à l'autonomie, mais beaucoup plus rapidement que les jeunes garçons. Et l'écart entre les deux est incroyable. Nous, les garçons, quand on peut être jeune, nous, les jeunes garçons, on reste chez maman, mais vraiment très longtemps. Alors, est-ce que ce choix de rester chez maman est un choix de la Réunion ou par tradition ou autre, on reste longtemps, ou est-ce que c'est parce qu'économiquement, on ne trouvera de toute façon pas de logement
et on y reste. Et si c'est la deuxième solution qui domine, bien évidemment, l'enjeu premier qu'on a derrière, c'est de se dire que ce sont les parents qui, quelque part, en pâtissent de cette présence du jeune très longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer l'autonomie des jeunes, et notamment l'autonomie des jeunes garçons, puisque vous l'avez compris, hein, on a un petit retard, nous les garçons. Alors, comment on mesure l'autonomie des jeunes? C'est vrai que sur cette question-là, pour moi, c'est vraiment l'accès à l'emploi, l'accès à la vie familiale, l'accès à l'autonomie logement et l'accès au diplôme. Et quand on regarde ces 4 éléments-là, on voit bien que les jeunes garçons ont un retard incroyable par rapport aux jeunes filles sur le territoire réunionnais. Le niveau de vie très faible, le taux de pauvreté impressionnant, qui est en baisse, mais je pense que l'INSEE nous dira aussi dans les quartiers prioritaires, et puis un lien aux minima sociaux incroyable. On arrive quasiment à un ménage sur 2. Enfin, c'est vraiment impressionnant, la dépendance aux minima sociaux. Pour autant, la part des revenus du travail est aussi très forte dans les quartiers. Nous, on la mesure à peu près à 50-50. 50% des revenus des habitants des quartiers provient du travail. Donc, le travail est aussi fort dans les quartiers. C'est un élément économique fondamental. Il faut continuer à travailler dans nos prochains contrats de ville sur la question de l'emploi, l'accès à l'emploi, le développement économique, la formation, l'adaptation des jeunes à l'évolution de l'emploi, et puis aussi bien s'interroger sur ce taux de pauvreté qui est vraiment très très fort et comment est-ce qu'on peut le réduire. La mobilité, faut-il que je vous en parle? C'est évident. Enfin, je veux dire, à La Réunion sans voiture, on n'est pas trouver du boulot, c'est pas simple, et notamment quand on habite un des quartiers prioritaires. Non pas qu'il n'y ait pas de transport en commun, il y en a, non pas qu'il n'y ait pas une volonté générale de trouver des solutions, mais il n'en demeure pas moins que compte tenu de l'éloignement qu'on peut avoir entre les lieux d'activité, et notamment les lieux d'activité pour les bas niveaux de formation, et puis le lieu de vie des habitants, enfin là où vivent les habitants des quartiers, si vous n'avez pas de voiture, c'est quelque chose de très compliqué. Par rapport aux habitants politiques de la ville de France, on a quasiment 20 points d'écart. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 70 à 73% des personnes qui travaillent et qui habitent un quartier prioritaire utilisent la voiture pour aller travailler. On est à peu près à 50, 60, un peu plus de 50 dans les quartiers prioritaires de France. Donc, on voit bien l'écart qu'il y a entre les deux. Et là, on a un enjeu extrêmement fort autour de la voiture, la dépendance à la voiture. Et quand on voit l'explosion du coût des carburants qui vont arriver, comment on va pouvoir permettre le maintien dans l'emploi de tous les actifs que l'on a aujourd'hui dans nos quartiers. Et là, des réflexions sur, je ne sais pas, du déplacement solidaire, j'en sais rien, il faut trouver des solutions. Il faut qu'on invente, il faut qu'on soit imaginatif parce que les faits peuvent être dévastateurs dans nos territoires. Et puis enfin, la déqualification des habitants. Même si j'ai un diplôme, ma probabilité de trouver du travail est beaucoup plus faible dans les quartiers qu'à l'extérieur des quartiers. Et on a des effets de découragement. C'est-à-dire qu'en gros, quand je trouve du boulot, si j'ai un diplôme d'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus du boulot de type employé ouvrier que si j'ai un diplôme d'enseignement supérieur et que j'habite à l'extérieur des quartiers. Et là, on retrouve à nouveau l'effet réseau. Et cet effet que l'on a de déqualification, il est catastrophique, notamment sur la représentation que peuvent avoir les jeunes de la formation. C'est-à-dire que s'ils voient leurs grands frères, grandes sœurs, voisins, voisines avoir fait des études et se retrouver dans des emplois pas très intéressants, ce n'est pas la peine soi-même de suivre des études. Et là, c'est d'autant plus ennuyeux que le jeune qui, lui, aura réussi à devenir n'importe quoi ingénieur, il n'est plus dans le quartier, donc on ne le voit plus. Mais le jeune qui, lui, n'aura pas réussi à trouver un emploi correspondant à son niveau de diplôme, il est là tous les jours devant nous et forcément, il génère une image de faire des études, ça ne sert à rien. Donc là encore, le boulot qu'on a, nous, pour les années à venir, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'il y a, à La Réunion comme ailleurs, un lien extrêmement fort entre niveau de diplôme et accès à l'emploi. Plus je suis diplômé, moins je suis au chômage, mais il y a un phénomène de déqualification, déclassement, appelez ça comme vous voulez, qui est extrêmement fort et qui, en fin de compte, peut réduire à zéro tout le travail qui est mené sur l'accès à la qualification ou au diplôme, tout ce que vous pouvez chercher à faire au travers des dispositifs de réussite éducative, de l'accompagnement des parents, etc. Puis, bien sûr, des structures familiales qui sont beaucoup plus marquées par la présence de familles. On a beaucoup plus de personnes par logement à La Réunion qu'ailleurs, et aussi par la présence de parents isolés. On a énormément de familles en situation de monoparentalité, et on le sait bien, on l'a vu tout à l'heure sur l'orientation scolaire, mais aussi sur les niveaux de vie. Quand on est deux, on a plus de chances d'avoir un niveau de vie un peu plus correct que quand on est tout seul. C'est très mécanique.
Alors, j'ai voulu ressortir ces éléments-là qui sont ceux qui ressortaient du diagnostic, mais on aurait pu en mettre en évidence bien d'autres. Alors maintenant, observer quels enjeux pour la Réunion, parce que c'était vraiment la question qu'on avait, nous, qu'on se posait tous, est-ce que ça a vraiment du sens? Alors, moi, je trouve que ça a du sens pour redonner du sens à notre politique publique. On voit bien pourquoi on travaille, on voit bien quelles sont les priorités, on voit bien quels sont les enjeux qu'il peut y avoir, mais favoriser la connaissance, c'est aussi la capacité de s'adapter aux évolutions des territoires. La souplesse, on parlait tout à l'heure, savoir s'adapter à un Zoom capricieux ou à des connexions Internet capricieuses. Et je disais, la politique de la ville, on est habitué à s'adapter. Bien, c'est ça. C'est la politique de la ville, elle doit pouvoir s'adapter aux évolutions. Et puis, écoutez, il suffit de regarder nos 3 dernières années, hein, entre une crise sanitaire qui vous a tous forcés à vous adapter, et puis maintenant la crise énergétique dont on n'est qu'au début, et qui va devoir tous nous forcer à nous adapter, eh bien, il est évident que la politique de la ville, elle doit être réactive et nos outils d'observation doivent permettre justement d'apporter cette réactivité que l'on a. Favoriser le débat, eh bien oui, un indicateur, c'est une base de débat, ce n'est pas une vérité en tant que telle. Le terme objectivation par la donnée, c'est une mauvaise expression en fin de compte. Il faudrait plutôt dire une manière de voir, une manière d'apporter une connaissance, mais une connaissance, c'est apporter un élément du débat, quoi. Une connaissance qui doit contribuer au débat. Et cet élément du débat, il est vraiment fondamental et essentiel parce qu'il permet de donner une orientation, de dire voilà la tendance, moins de personnes en situation de pauvreté, beaucoup de surpeuplement, etc. Et maintenant, on en débat. D'abord, comment on le reçoit, ce que ça veut dire, et est-ce que c'est vraiment une priorité, est-ce que c'est vraiment un enjeu, est-ce qu'il y a d'autres enjeux derrière celui-là, qu'est-ce qui peut l'expliquer, et pourquoi sur ce territoire c'est plus fort et sur celui-là c'est plus faible. Et quelque part, c'est favoriser le débat et ça rejoint à donner du sens à ce qu'on fait. Permettre une évaluation continue. Souvent, l'observation a été la grande oubliée. Alors moi, je remercie le centre de ressources, l'État et les collectivités locales ici d'avoir joué le jeu de cette observation. Bien souvent, dans l'évaluation, on est sur la parole des acteurs. La parole des habitants, la parole des associations, la parole des acteurs. Mais la donnée, elle permet aussi d'accompagner cette parole, elle permet d'apporter des éléments de compréhension. Et donc, de ce fait-là, elle permet cette évaluation de la politique publique et puis une évaluation tout au long des années, quoi. Interroger nos politiques publiques. On l'a vu, par exemple, sur la question de la pratique sportive. Quand on voit qu'on a dans les quartiers un taux de recours au sport, de licenciés sportifs plus faible, alors que dans notre intuitif, parfois, on a le discours de dire, de toute façon, tous les jeunes des quartiers, c'est des futurs footballeurs professionnels, des cyclistes, des jeunes qui ont la pêche en sport et qui réussissent par le sport. On l'a tellement entendu de tous ces jeunes des quartiers qui réussissaient par le sport. C'est quelque chose qu'on met souvent en avant. Ben non, ce qu'on observe, c'est que les jeunes des quartiers sont moins pratiquants sportifs que les jeunes des autres territoires. Et donc, cette question, qui rejoint d'ailleurs la question de la mobilité, qui rejoint la question du coût, qui rejoint la question du vivre ensemble, de la possibilité de se confronter à d'autres, eh bien, si nous le trouvons dans le sport, on va le voir dans la diapositive d'après, on va le retrouver un peu partout. Et puis enfin, favoriser le partenariat. Moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Le partage de la donnée favorise le partenariat. Et puis aussi, le dialogue avec les habitants. Il me semble que ces données n'ont pas à être gardées de manière, pas toutes au moins, n'ont pas à être gardées précautionneusement en disant « oh là là, il ne faudrait surtout pas que les habitants s'en emparent ». Bien au contraire, avec des conseils citoyens, avec les associations, c'est l'occasion aussi d'échanger sur des éléments un petit peu factuels et puis d'en débattre et éventuellement de remettre en question des points de vue. Ça ne pose aucun problème. Alors, pourquoi réfléchir localement à l'observation au niveau de la politique de la ville et quels enjeux on a aujourd'hui à La Réunion? Ben, tout d'abord, pour mesurer l'usage du droit commun. Alors, je ne vais peut-être pas reprendre toute cette diapo comme ça, mais simplement redire. En 2014, quand on a construit la politique de la ville, en fin de compte, on était hyper fiers d'être tous ensemble autour de la table et de faire signer tout un ensemble de partenaires sur nos contrats de ville. Quel bonheur de mettre 40 signatures en bas d'un contrat de ville et de dire « mais on s'engage tous, on va révolutionner le monde, on va y aller ». Mais, il y a un mais quand même, c'est comment derrière, cet engagement n'est pas qu'un engagement de papier, mais est aussi un engagement réel. Et comment on va mesurer cet engagement réel? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter, en fin de compte, qu'on se retrouve dans une situation
comme en 2014, où en fait, tout le monde dit on va faire, mais au bout du compte, on est dans la quasi-impossibilité de parvenir à faire. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Il faut qu'on transforme l'essai de la signature en disant non seulement on va tous signer ensemble, non seulement on est fiers de signer ensemble, mais aussi on va s'engager. Et s'engager, c'est sur des politiques publiques qu'on va mettre en place dans nos territoires ou qu'on va chercher à développer dans nos territoires comme ailleurs, mais aussi sur ces indicateurs de suivi. Et ces indicateurs de suivi, c'est quoi? C'est tout simplement arriver à se dire dans ma politique publique, combien j'ai d'habitants des quartiers qui participent, combien j'ai d'habitants à l'extérieur des quartiers. Quel est l'apport financier que je fais au travers de mes politiques publiques dans les quartiers? Quel est l'apport financier que je fais au travers des politiques publiques dans les autres territoires? Pour prendre un petit exemple, tiens, on peut prendre, je vous ai mis ici tout un ensemble de listes de questions. Les modes de garde. Mais quels moyens financiers, moi la CAF, quels moyens financiers, moi le département, quels moyens financiers, moi la commune ou l'interco, parce qu'il y a une interco qui s'applique fortement dans les modes de garde civisme, je crois. Eh bien, comment nous tous, eh bien, on va mesurer les moyens financiers qu'on met derrière chacun des enfants. Et quels sont les moyens financiers qu'on met pour les enfants des quartiers prioritaires par rapport à tous les enfants, au regard de ce qu'on va mettre dans les autres territoires. Aujourd'hui, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas l'information, nos systèmes d'information sont parfaits. On peut géolocaliser. Vous savez sans doute que avec nos outils informatiques, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. L'ANCT peut même se proposer de le faire. On a aujourd'hui plein de ressources. Donc, ce n'est pas compliqué de dire voilà, combien on a d'enfants des quartiers, dans les crèches, chez les asthmates, dans les maisons d'assistantes maternelles, et combien on met, nous, partenaires, derrière chacune de ces structures, économiquement, combien les parents mettent, et qu'est-ce que ça veut dire de l'apport des politiques publiques par enfant, par exemple, de moins de 3 ans, et qu'est-ce que ça veut dire sur les pratiques culturelles, combien, moi, commune, je mets pour des écoles de musique par enfant, et qu'est-ce que ça donne dans les quartiers, qu'est-ce que ça donne à l'extérieur. Pour la restauration scolaire, malgré la mise en place d'une politique de tarification, nous, quand on fait le calcul, bien souvent, on se rend compte que on met plus d'argent pour l'alimentation des enfants des milieux favorisés que pour l'alimentation des enfants des milieux défavorisés. Tout simplement parce que dans les milieux favorisés, les enfants ils vont tous les jours à la restauration scolaire, ce qui n'est pas le cas des enfants des milieux les plus défavorisés. Et ça, à chaque fois, on a des élèves qui nous disent « mais c'est pas comme ça chez nous ». Et à chaque fois, on démontre que si, c'est bien comme ça que ça marche. Donc, allons-y, prêtons-nous à cet exercice et faisons que nos futurs contrats de ville soient de véritables outils de mesure en temps réel de ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de remettre en cause le pilotage de nos politiques publiques, on n'en est pas du tout là. Il s'agit tout simplement d'avoir des outils pour permettre en temps réel de comprendre comment nos politiques publiques se déploient dans les territoires et derrière, comment tout ça peut se mesurer et nous aider à peut-être, par exemple, développer des actions qui peuvent être des actions de médiation dans l'usage des politiques publiques. Et là, je voulais conclure là-dessus avec, il sera alors beaucoup plus facile de prendre conscience des besoins et des adaptations nécessaires si on a de véritables outils de pilotage. Donc, juste finir là-dessus, oui, l'observation, pas seulement de données macro, qui sont essentielles pour avoir les éléments de référence. Si je ne connais pas le nombre d'enfants de mon territoire, par exemple par le nombre d'enfants allocataires CAF ou par les données d'INSEE, je ne pourrais pas mesurer tout ça. Mais j'ai besoin de ces données macro, mais j'ai avant tout besoin d'avoir de véritables outils d'aide au pilotage. Et on le sait bien que le cœur de la politique de la ville, ce n'est pas seulement un Bob 147, c'est évident. Le cœur de la politique de la ville, c'est l'ensemble de nos politiques publiques. Et donc, si nous réussissons à développer le droit commun dans les quartiers, eh bien, si un enfant il fait de la pratique musicale, s'il va dans les modes de garde très tôt, si il est accompagné dans sa réussite scolaire et qu'il utilise de la même manière que les autres un parcours scolaire qui l'amène très loin dans les études, si, je ne sais pas, il a une alimentation plus que correcte parce que tous les midis, il va à la restauration scolaire, s'il a de la pratique sportive, je pense que nos enfants des quartiers iront beaucoup, beaucoup mieux que la situation ou que les jeunes d'aujourd'hui, de demain, iront beaucoup mieux que ceux d'aujourd'hui parce qu'ils auront eu la chance d'avoir tout un ensemble de politiques publiques auxquelles ils échappent malheureusement un petit peu trop dans les quartiers. Et ça, pour qu'on puisse vraiment répondre à ça, il faut qu'on en ait conscience. Et la prise de conscience, moi je pense que le chiffre, elle la permet. Sinon, on reste sur du discours, sur du moyen. On fait, mais si on ne mesure pas, on est dans du discours et à nouveau, on aura plein de signatures dans nos contrats de vie, mais
derrière, ça se traduira par quoi et comment on évaluera. Là, je pense qu'on a vraiment un enjeu et c'est le moment de s'y mettre puisque on est à 6 mois, 9 mois de la signature de prochain contrat de vie. Peut-être un an, on ne sait pas, on verra. Voilà. Merci de m'avoir supporté pendant cette demi-heure. Voilà. Merci à toi, Hervé, et à cette facilité que tu as à nous faire aimer la statistique. Enfin, je trouve ça, ce travail super intéressant et en plus hyper compréhensif. Je ne sais pas trop ce que vous avez entendu, mais l'important était de retenir que la croissance de la population sur la dernière période était dynamique. Et ce qu'on voulait vous présenter surtout, c'était qu'est-ce qu'on peut poser comme hypothèse pour l'évolution de la population à l'horizon 2050, avec un petit rappel méthodologique qui est qu'une projection n'est pas une prévision, elle ne donne que le résultat qui est lié aux hypothèses que l'on va entrer dans le modèle. Et ces hypothèses, ce sont à la fois des hypothèses de fécondité, de mortalité et d'espérance de vie et de migration. Et en faisant bouger ces hypothèses, bien évidemment, on fait bouger le résultat final et donc le choix des hypothèses est crucial pour obtenir des résultats crédibles. Mais il faut bien être conscient que ce sont des éléments qui sont fragiles et qu'en particulier, il y a un élément qui est plus difficile que d'autres à estimer, c'est celui sur les comportements migratoires qui dépendent de nombreux facteurs socio-économiques et évidemment des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Donc, ce que nous avons fait pour établir ces projections de population, c'est que nous avons mené une concertation et nous avons choisi collectivement les hypothèses qui semblaient les plus crédibles. Donc, le scénario de référence, il est basé sur les hypothèses suivantes. Une stabilité de la fécondité à hauteur de 2,35 enfants par femme, ce qui correspond à la tendance depuis les années 90 de stabilité de la fécondité. Donc, on se dit que si ça a été suffisamment stable depuis les années 90, cette stabilité qui est très atypique dans la France hexagonale et même en Europe et même aux Antilles, si on compare par rapport à ces autres territoires, devrait perdurer. Et puis, des hypothèses sur la mortalité parallèles à l'évolution de la mortalité dans l'Hexagone, bien que restant différentes. C'est la trajectoire qui est parallèle. Et enfin, un solde migratoire, dont je vous ai dit qu'il était difficile à prévoir, stable par rapport à la dernière période examinée, qui est donc un solde migratoire avec l'Hexagone déficitaire. Il y a plus de personnes qui partent de la Réunion vers l'Hexagone que de personnes qui arrivent, et donc un solde de moins 1800 personnes par an, avec un solde pour les îles de l'océan Indien proche, légèrement excédentaire, comme c'est le cas actuellement. Donc, sur ce scénario central, on obtient une population de 1,022 million personnes à l'horizon 2050 à La Réunion, mais nous avons aussi proposé des hypothèses plus hautes ou plus basses qui donnent des résultats de population différents. Dans les hypothèses hautes, on fait converger l'espérance de vie avec celle de la métropole. On pense que le solde migratoire avec les îles de l'océan Indien va s'accroître et donc on obtient une population à 1,076 million habitants. Et dans les hypothèses plus basses, on fait baisser légèrement la fécondité par femme et on fait augmenter la mortalité pour rejoindre celle de l'Hexagone et donc on obtient une population de référence plus faible à l'horizon 2050. Ça permet de voir aussi la sensibilité du modèle aux hypothèses. De petites variations d'hypothèses peuvent entraîner de grandes variations de population à l'horizon. L'objectif n'est pas tant de prédire la population que l'on pourrait avoir à La Réunion en 2050, et notamment cette question qui fait tant débat de savoir si nous allons passer le million d'habitants, mais bien de se dire, si les tendances perdurent, voilà ce qui pourrait arriver. Et ensuite, toutes les politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre ont pour vocation de faire infléchir ces trajectoires.
Alors, sur le scénario de référence, donc notre 1 022 000 personnes à La Réunion en 2050, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça reste un taux de croissance qui serait très fort, hein, de l'ordre de plus 0,6% en moyenne annuelle, donc bien plus fort, hein, que la moyenne hexagonale, et plus fort que dans toutes les régions métropolitaines d'ailleurs, mais aussi plus dynamique que ce que l'on peut constater par exemple aux Antilles, hein, que ce soit à la Martinique ou à la Guadeloupe, qui elles vont plutôt vers des dynamiques de perte de population, mais qui restent bien plus mesurées que ce que peuvent connaître aussi la Guyane ou notre sœur voisine Mayotte, qui elle a une probabilité de croissance bien plus forte. Comment cette croissance se répartirait dans le temps? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la croissance aurait tendance à diminuer au fil des années, puisqu'on passerait sur une première période qui va jusqu'en 2030 à plus 0,7% par an, à peine 0,4% par an sur la dernière période. Et qu'est-ce qui explique ce ralentissement progressif dans le modèle? Eh bien, c'est le ralentissement du solde naturel. Alors, ralentissement du solde naturel, pas tant sous l'effet des naissances, hein, puisque le nombre de femmes en âge de procréer resterait important, et le taux de fécondité étant projeté stable, on garderait un nombre de naissances relativement important, mais plutôt à cause ou grâce, hein, enfin je ne sais pas, il n'y a pas vraiment plutôt en lien, on va dire, pour être neutre, avec la hausse des décès, puisque même en projetant une amélioration de l'espérance de vie, les générations qui vont arriver à des âges élevés où les taux de mortalité sont plus importants vont être de plus en plus nombreuses, et donc le solde naturel qui porte historiquement, hein, la croissance de la Réunion devrait faiblir progressivement. L'impact, lui, des migrations sur la croissance de la population reste à moins 0,2 en moyenne annuelle entre 2020 et 2050, puisque dans le modèle, il est projeté stable. Ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est de s'interroger aux transformations de la structure par âge de la population réunionnaise que l'on aurait dans ces perspectives d'évolution, avec une caractéristique qui semble quasi inéluctable, hein, c'est celle du vieillissement de la population, puisque les 60 ans ou plus, qui représentent 17% de la population en 2018, représenterait jusqu'à 26% de la population en 2050, donc de l'ordre de 264 000 personnes. Hein. Ça reste certes une proportion moindre que dans l'Hexagone, hein, mais on est quand même quasiment à plus 10 points de personnes de 60 ans et plus, ce qui correspond à un vieillissement prononcé à l'échelle de l'île. Parallèlement, les moins de 20 ans, donc les plus jeunes, qui étaient particulièrement nombreux dans la population, hein, puisqu'ils représentaient 31% en 2018, verraient leur part légèrement baisser. Donc de l'ordre de 28% de la population aurait moins de 20 ans à l'horizon 2050, même si en volume, hein, il faut bien le constater, le nombre continue de progresser. Donc c'est leur part qui chute, pas le nombre de jeunes de moins de 20 ans. Et là encore, la Réunion resterait une région relativement jeune par rapport à l'Hexagone, où la part des moins de 20 ans baisserait à 21%. Si on s'intéresse aux plus âgés cette fois-ci, ce que l'on constate sur ces projections de population, c'est que le nombre de 75 ans et plus serait multiplié par 3, avec à l'horizon 2050, près de 124 000 personnes qui auraient plus de 75 ans. Donc ce vieillissement programmé, j'aurais envie de dire, de la société réunionnaise, il va avoir des conséquences en termes de politique publique pour s'adapter, hein, à la perte d'autonomie de ces seniors, sachant que les seniors à La Réunion ont plutôt des problèmes de santé plus tôt que dans l'Hexagone et ont des niveaux de dépendance plus importants. Et ce que nous en apprend aussi les résultats de l'enquête Migration, Famille, Vieillissement, hein, que nous avons publié en fin d'année, c'est aussi que ces seniors ont de moins en moins d'aide de l'entourage familial, à la fois parce que le nombre d'enfants a quand même
dans les familles est un peu plus faible, hein, et aussi parce que de plus en plus souvent, ça va faire le lien avec la diapositive suivante, ces enfants s'éloignent du domicile familial, la décohabitation est une réalité, donc elle peut se faire au sein de la Réunion, mais elle peut se faire aussi avec des départs plus lointains. Donc, autre effectivement transformation, hein, de la société réunionnaise, c'est des habitants de plus en plus mobiles. Alors, la Réunion reste la deuxième région, hein, de la France entière où le taux de natifs est le plus élevé, hein, avec 82,5% des habitants qui sont nés sur l'île. Mais cette part a baissé depuis les années 90, avec notamment une plus forte mobilité vers l'extérieur des Réunionnais et de plus fortes entrées, notamment en provenance de l'Hexagone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la croissance de la population réunionnaise, le taux de croissance des populations nées à l'extérieur est bien supérieur au taux de croissance de la population native. Ce qui est intéressant, c'est que ces natifs, ils sont de plus en plus mobiles, essentiellement pour de courts séjours. 62% des natifs de la Réunion l'ont déjà quitté pour un court séjour. C'était seulement 47% en 2010. Donc, c'est quand même une augmentation importante en 10 ans. Et parallèlement, la part des natifs n'ayant jamais quitté l'île est tombée à 15%. Toutefois, il faut noter que les départs pour des durées longues, plus de 6 mois, restent mesurés et que seuls 4 jeunes natifs de 18 à 34 ans sur 10 se disent prêts à quitter l'île pour un premier emploi, comme c'était le cas en 2010, preuve d'un attachement, hein, au territoire réunionnais. Autre transformation de l'économie et de la société réunionnaise, parce que tout ceci est intimement lié, c'est une société qui, globalement, est quand même plus inclusive dans un contexte du développement économique des dernières années, développement économique qui a été finalement peu... on va dire, peu interrompu par la crise sanitaire, hein, qui a plus été mis en pause que vraiment régressif, puisque même sur 2022, l'emploi continue à croître de manière dynamique, le taux de chômage baisse, le PIB par habitant augmente, le taux d'emploi des habitants augmente. Donc, tous ces éléments-là, ils vont expliquer un petit peu les différentes diapos que je vais vous présenter et surtout ce qu'on va dire après sur la pauvreté. Ce qu'on constate sur les dernières années, et là sur une période de quasi 20 ans, c'est d'abord une croissance du taux d'emploi global, mais qui est essentiellement liée à une meilleure insertion professionnelle des personnes qui sont nées sur l'île, et en lien avec une formidable amélioration de leur niveau de diplôme. La part des diplômés toutes catégories de diplômes confondues, hein. C'est simplement avoir obtenu, être sorti du système scolaire avec un diplôme, mais ça se retrouve aussi quand on regarde les catégories de diplômes détaillés. Donc, la part des diplômés dans les natifs est passée de 17%, ce qui était extrêmement faible, à 60% en 2018. Et ça se traduit dans une amélioration de l'accès à l'emploi, puisque le taux d'emploi aujourd'hui des personnes nées sur l'île atteint 44%. Au-delà, et c'est la conséquence de l'élévation générale du niveau de diplôme, la part des natifs et des natives dans les cadres est passée de 33% en 90 à 47% en 2017, donc quasi 1 sur 2 aujourd'hui. Une société plus inclusive aussi, si on s'intéresse cette fois-ci aux jeunes, puisque le taux de NEET, hein, les jeunes ni en emploi ni en formation, baisse entre 1990 et 2020, même s'il reste particulièrement élevé à La Réunion, hein, et atteint 38% en 2020.
ça reste près du double de la moyenne hexagonale. Donc, on est quand même, malgré l'amélioration, très en retrait sur cet indicateur. Et si on s'intéresse à l'égalité homme-femme, en prenant par exemple le taux d'emploi, on voit que le taux d'emploi des femmes s'est amélioré aussi entre 2007 et 2018 et atteint aujourd'hui 42%, même s'il reste encore légèrement en retrait de celui de ces messieurs qui s'élève à 51%. Dernier point qui nous semblait important de développer rapidement, car il est à la fois une partie de l'explication du maintien du taux de natalité élevé à La Réunion, et aussi le signe et la conséquence et la cause, le signe et la cause, parce que la causalité est double, de difficultés que rencontre un certain nombre de populations. C'est celui des maternités précoces, où les femmes nées entre 1990 et 99 et résidant à La Réunion, 13% d'entre elles ont encore au moins été mères une fois, au moins, avant l'âge de 20 ans. C'est 2 fois plus que la moyenne hexagonale. Et ce chiffre a baissé par rapport à la génération précédente, puisqu'il était de 21% pour la génération née entre 1980 et 1989, mais reste particulièrement élevé. Et il y a une forte corrélation entre la probabilité d'être mère avant 20 ans et l'absence de diplôme. Je préfère dire corrélation que lien ou causalité, parce que on ne sait pas si c'est le fait d'avoir un enfant qui empêche d'avoir un diplôme ou le fait d'être déscolarisé ou en rupture d'éducation qui conduit à avoir un enfant plus tôt. Les deux situations pouvant parfois se retrouver dans la réalité, mais en tout cas, les femmes qui sont diplômées du supérieur, il y en a à peine 11% qui ont un enfant avant 20 ans, c'est quasiment 44% pour les femmes sans diplôme. Voilà, donc il y a quand même un gros questionnement autour de ces maternités précoces. D'autant que ces maternités précoces conduisent parfois, et en tout cas renforcent la monoparentalité. Et lorsqu'on regarde la génération des enfants nés entre 2005 et 2009, 17% aujourd'hui ont passé toute leur enfance dans une famille monoparentale. Donc, et au détriment de la part des enfants qui ont passé toute leur enfance au sein d'un couple, avec des parents en couple. Ce qui peut poser des difficultés de garde d'enfants, d'accès à l'emploi pour les mères, puisque ce sont souvent elles qui sont à la tête des familles monoparentales. Et sans empiéter sur ce que va vous présenter Marina juste après, qui a des liens forts avec les phénomènes de pauvreté. Donc voilà, je vais passer la parole à Marina qui va vous présenter les éléments sur la pauvreté, et notamment ce que vous nous avez demandé, de rappeler un petit peu comment on calcule le taux de pauvreté, et qui enchaînera sur l'étude qu'elle vient de terminer et qui sort donc demain sur l'évolution des QPV. Merci Magali. Donc le focus sur la pauvreté, on va aborder ici la question de la pauvreté monétaire. C'est-à-dire qu'être pauvre, c'est vivre avec des revenus inférieurs à un certain seuil. Mais de quel revenu parle-t-on? De quel seuil parle-t-on? C'est ce que je vais essayer de vous montrer tout de suite. Hop, si j'arrive à faire passer... Voilà, la diapo. Donc, le point de départ de ces revenus, ce sont les revenus déclarés au fisc. Donc, toutes les déclarations fiscales en termes de revenus d'activité salariée, activité non salariée, les pensions, les retraites, indemnités de chômage, tout ce qui se trouve sur les déclarations fiscales. Donc, c'est notre point de départ. Ce sont des données exhaustives, donc disponibles pour
pour tous les ménages fiscaux faisant des déclarations à La Réunion et partout en France. À partir de ce revenu déclaré, on a la notion de revenus disponibles. Donc, les revenus disponibles, c'est tout ce dont dispose un ménage pour consommer et épargner. Donc, on retrouve les revenus déclarés, auxquels on ajoute des revenus financiers que peuvent disposer le ménage, également les prestations sociales, prestations familiales, logement et les minima sociaux, et auxquels on retire les impôts, impôts sur le revenu, taxes d'habitation et CSG, CRDS en principal. Donc, ce revenu, comme je disais, c'est ce qui va servir aux ménages pour consommer et épargner, mais tout ceci indépendamment de l'inflation et de la façon dont les personnes vont consommer au quotidien. Donc, le revenu disponible, c'est le revenu du ménage. On aborde ensuite la notion de niveau de vie, qui là est plutôt lié à un individu. Et pour cela, on va tenir compte de la composition du ménage auquel il appartient. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter le nombre de personnes de ce ménage, on va compter des unités de consommation, puisque finalement, quand on vit à plusieurs dans un même ménage, on fait des économies d'échelle et on partage des dépenses de consommation. Donc, ces unités de consommation sont basées sur une échelle d'équivalence qui vaut 1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres adultes et également toutes les personnes de plus de 14 ans, et qui vaut 0,3 pour les personnes, donc les enfants de moins de 14 ans. Donc, un petit exemple concret ici, lorsqu'on vit en couple, donc 2 personnes sans enfants, si on a un revenu disponible de 3 000 €, ça nous donne un niveau de vie par unité de consommation de 2 000 €, puisqu'on aura un adulte, le premier adulte qui vaut 1 et le deuxième adulte qui vaut 0,5. Donc, un niveau de vie de 2 000 € par mois et donc par unité de consommation. Eh bien, finalement, ce sera le même niveau de vie qu'une personne qui vit seule et qui a un revenu disponible de 2 000 €. Voilà, on ne divise pas par le nombre de personnes pour avoir ce niveau de vie. Donc, ça nous permet d'avoir ces niveaux de vie, ça nous permet de pouvoir faire des comparaisons entre ménages qui peuvent avoir des compositions différentes et également des comparaisons d'un lieu à un autre. Et donc, on va attribuer le même niveau de vie à tous les individus du même ménage. L'étape suivante, c'est le calcul du niveau de vie médian. Donc, la médiane, c'est le niveau de vie qui va partager la population en 2 parties égales. Une moitié qui aura un niveau de vie supérieur à cette médiane et une autre moitié avec un niveau de vie inférieur. Donc, en 2020, le niveau de vie médian à La Réunion est de 1 380 € par mois par unité de consommation. Et dans l'Hexagone, il est de 1 880 € par mois par unité de consommation. Et donc, c'est à partir de ce niveau de vie médian qu'on va calculer le seuil de pauvreté monétaire. Donc, par convention, ce seuil est fixé à 60% du niveau de vie médian métropolitain. Donc, c'est une norme Eurostat, mais dans certaines situations, on peut prendre d'autres proportions. Donc ici, 60%, on applique au niveau de vie médian métropolitain de 1 880 € par mois, ce qui fait que le seuil de pauvreté monétaire en 2020 en France est de 1 130 € par mois par unité de consommation. Donc c'est un seuil, on parle de pauvreté relative, elle est relative à un seuil qui est calculé selon les revenus de la population, de notre population d'intérêt. Et enfin, on en arrive au taux de pauvreté qui correspond à la proportion de personnes qui ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté monétaire, donc de 1 130 € par mois par unité de consommation. Qu'en est-il à La Réunion? Eh bien, à La Réunion, en 2020, 36% des Réunionnais vivent avec un niveau de vie donc inférieur au seuil de pauvreté monétaire. C'est le cas de 14% en métropole. Il faut savoir que ce taux baisse régulièrement depuis de nombreuses années, et notamment entre 2015 et 2020, on a perdu 5 points. Donc on était à peu près 41% en 2015. Et ce qui fait qu'en 2020, à La Réunion, presque 312 000 personnes sont pauvres
sur le territoire. Il faut noter également que les inégalités de revenus sont en baisse, mais restent à un niveau important en 2020. Parce qu'en 2020, les 20% des ménages les plus aisés perçoivent des revenus 5,2 fois plus élevés que les 20% des ménages les plus modestes à La Réunion. Donc, c'est plus que dans l'Hexagone, où on a un ratio de 4,2. Mais ce ratio a fortement baissé, puisqu'en 2007, on était à un écart une proportion différente de 7. Les ménages les plus aisés percevaient des revenus 7 fois plus importants que les plus modestes. Donc, une baisse des inégalités, mais qui reste encore élevée. Quelques caractéristiques de la population pauvre. Donc, on peut noter que la pauvreté touche un ménage jeune sur deux, un ménage jeune dans le sens la personne fiscale, la personne de référence du ménage avait moins de 30 ans. Et on voit que pour les âges suivants, pour les tranches d'âge suivants, la pauvreté est plus faible, mais que pour les personnes plus âgées, donc les plus de 75 ans, le taux de pauvreté remonte un petit peu, parce que ce sont en général des personnes qui vivent seules avec des retraites plus faibles que les revenus d'activité. Et enfin, là, je fais le lien sur les familles monoparentales, sur la structure familiale. Quand on regarde le taux de pauvreté selon la structure familiale du ménage, on voit que dans une famille monoparentale sur deux, est touchée par la pauvreté monétaire, ce qui est moins souvent le cas, par exemple, pour les couples sans enfants. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie pauvreté monétaire. Je passe maintenant, je ne sais pas si on prend des questions ou on répondra après peut-être. On prendra peut-être tout à la fin pour ne pas trop retarder. Je passe donc à la partie là, sur l'étude qui va sortir demain sur un peu la dynamique des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc voilà, ces quartiers ont été mis en œuvre début 2015. Et donc voilà, c'était l'occasion de faire un peu le point sur les évolutions dans ces quartiers depuis cette période. Alors, ce qu'on peut noter en premier lieu, c'est qu'à La Réunion, près d'un habitant sur 5 réside dans l'un des 49 quartiers de la politique de la ville. Donc, c'est presque 3 fois plus que dans l'Hexagone, et cela représente environ 159 300 habitants. En termes d'évolution de la population, eh bien, dans les QPV, la population tend à diminuer entre 2013 et 2018, puisqu'on a une baisse de 0,5% par an de la population dans ces quartiers, alors qu'en parallèle, la région progresse, la population progresse de 0,5% par an au niveau de la Réunion sur la même période. Ce qui fait qu'on a perdu dans ces quartiers un peu plus de 4000 habitants. On peut noter que c'est dans le QPV du port première et deuxième couronne, on a perdu 2600 habitants dans ce quartier, qui est certes un QPV assez peuplé, mais voilà. Et on peut noter les 2 plus fortes hausses au QPV de la Ravine Blanche à Saint-Pierre et également au Chaudron, qui ont gagné environ chacun 900 personnes sur cette période. Alors, où se situent ces QPV sur le territoire? On a essayé de les mettre autour de ces territoires avec des groupes de quartiers. Donc, c'est issu d'une étude que l'on a sortie en fin décembre, où on a essayé de regrouper certains quartiers selon des critères, de faire des regroupements homogènes de quartiers. On avait utilisé des critères de revenus, d'emploi, également de monoparentalité. Et on avait déterminé un groupe de quartiers dit en grande difficulté, qui regroupait une population plutôt urbaine et la plus précaire de ces quartiers. Donc, c'est les quartiers représentés en rouge ici. Et finalement, on s'aperçoit que les QPV, qu'en fait, quasiment dans tous ces quartiers en grande difficulté, on trouve des QPV. Alors, on en trouve dans d'autres quartiers, mais on peut noter que 63% de la population qui vit en QPV habite dans l'un de ces quartiers dits en grande difficulté. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur cette publication, j'ai mis le lien qui doit être actif sur la diapositive ici.
Donc, quel constat peut-on faire de ces QPV à l'heure actuelle? Bien finalement, on constate que la situation est plus dégradée qu'ailleurs, en tout cas que dans les autres territoires de comparaison. En 2019, représenté ici en bleu, le taux de pauvreté dans les QPV atteint 53% de la population, ce qui est 10 points plus élevé que dans les QPV de l'Hexagone, et ce qui est également plus élevé que dans notre groupe de quartier là, dit en grande difficulté de la Réunion. Et en parallèle de cette pauvreté élevée, on a une proportion des 15-64 ans sans emploi qui est également plus élevée, donc représentée ici en gris. 66% de la population des 15-64 ans habitant dans les QPV est sans emploi à La Réunion. Là aussi, on a 10 points d'écart avec les QPV de l'Hexagone. Et on a également un taux un peu plus élevé que dans notre groupe de comparaison des grands quartiers de La Réunion. Ici, on a représenté le taux de pauvreté en 2019 dans chacun des QPV de La Réunion. Donc, je rappelle, voilà, 53% de la population des QPV vit sous le seuil de pauvreté. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a des taux de pauvreté assez disparates d'un QPV à l'autre. Par exemple, voilà. Le QPV avec le taux de pauvreté le plus faible, c'est celui de périphérie du centre-ville. On a un taux de pauvreté de 40%, se situe ici là, à Saint-Paul. Et ces taux de pauvreté s'étalent jusqu'à 65% à Sainte-Suzanne, le quartier de Bel-Air, centre-village des Prés, ici. Donc voilà, on a quand même une palette assez étendue sur ces taux de pauvreté. On constate également que la pauvreté est plus importante dans les QPV de l'Est, autour de Saint-André et Saint-Benoît. Également plusieurs quartiers à Saint-Denis et quelques quartiers à Saint-Louis, au Tampon et Saint-Pierre. Juste une précision sur cette carte, voilà, on a des cercles plus ou moins gros, et donc ils sont proportionnels à la population de ces QPV, donc c'est pour bien mettre l'importance de la population derrière. Donc on s'aperçoit que les 2 QPV les plus peuplés sont ceux du port, première et deuxième couronne, et à Saint-Denis, le QPV de Sainte-Clotilde-le Chaudron, donc environ 20 000 personnes y habitent dans chacun de ces QPV, et ils sont plutôt moins pauvres ils font partie des QPV les moins pauvres de l'ensemble de la Réunion. En termes d'évolution, s'intéresser à l'évolution du niveau de vie dans ces QPV. Et finalement, la progression est assez importante, en tout cas plus importante que dans d'autres territoires. Le niveau de vie progresse de 2,8% par an entre 2015 et 2019 dans les QPV de la Réunion, alors qu'on a une hausse de 1,8% dans les QPV de l'Hexagone ou de 2,4% dans les QPV, dans les quartiers dits en grande difficulté. Et finalement, on est assez proche du niveau régional qui est à 2,7%. On est un niveau de vie qui progresse un peu plus rapidement que pour l'ensemble de l'île, qui pourrait par exemple être une conséquence des différentes politiques publiques qui ont été mises en œuvre dans ces QPV. Et voilà, on pourrait se dire, si jamais il n'y avait pas eu de politique publique, quelle aurait été cette progression du niveau de vie, peut-être probablement un peu moins importante. Et sur les territoires, quels sont les QPV où la progression est la plus marquée ou la moins marquée? Donc, on peut dire globalement que le niveau de vie progresse dans tous les QPV. La progression est la plus faible dans le QPV de Vauban à Saint-Denis, qui est ce quartier. Et elle est la plus importante à Saint-Louis, dans le QPV de Bois-de-Nef-le-Coco. On a une hausse de 4,8% par an du niveau de vie sur la période 2015-2019. Donc, le QPV avec la plus forte progression, c'est celui de Saint-Louis. Et on constate également que dans le sud, on a de nombreux quartiers où la progression est très importante. Également dans l'ouest, des quartiers de l'ouest, Saint-Paul et celui du port, 4e couronne. Et quelques quartiers ponctuels comme Domingeau à Saint-Denis, je sais que c'est Bagatelle à Sainte-Suzanne et le QPV de Sainte-Anne ici à Saint-Benoît. Donc ce sont des petits QPV, puisqu'on a des petits ronds,
de faible population, mais avec une progression assez importante de leur niveau de vie. Voilà pour cette présentation. Juste une petite précision, demain, donc, la publication sortira et on mettra à disposition des données complémentaires par QPV. Donc, divers indicateurs pour chacun des QPV seront disponibles avec la publication. Merci. Merci beaucoup pour ces belles présentations en tous les cas. Et moi, j'avais une question, plutôt une remarque, et ça m'a un peu chiffonné d'ailleurs. C'est la façon dont on calcule le seuil de pauvreté qui est rapporté au revenu médian métropolitain. Oui. Alors, du coup, ça biaise profondément de 500 € quand même, la différence entre 500 €, la différence entre le revenu médian réunionnais et le revenu médian de la France hexagonale. Donc, ce qui fait que dans les faits, on aurait un taux de pauvreté bien supérieur aux 37% annoncés. Personne. Bien, oui, bien Inférieur. Oui, inférieur. Inférieur, oui, c'est le seuil. Après, on est pauvre quand on a un revenu par unité de consommation inférieur à 1 130 € par mois. Ce qui correspond à 60% du revenu médian, mais je crois qu'objectivement, quelle que soit la méthode de calcul, quand on a moins de 1 130 € par mois par unité de consommation, on est pauvre. Vous voyez, on peut se dire comment on calcule, comment on est arrivé à ce chiffre-là. C'est effectivement 60% du revenu médian national. Mais si on regarde ce que ça représente, les 1 130 € par unité de consommation, voilà, ça recouvre une vraie réalité de niveaux de revenus qui sont faibles, d'une part. D'autre part, cette pauvreté relative, elle a été adoptée par tous les systèmes statistiques internationaux, quasiment, à une ou deux exceptions dans le monde, je crois, parce que on est pauvre par rapport à une référence. C'est bien la notion de pauvreté relative. Et donc, du coup, la référence, eh bien, c'est une référence nationale. Ok, très bien, merci. Ça permet de comparer toutes les régions entre elles, en fait, la pauvreté de toutes les régions de métropole. En tous les cas, merci de nous avoir donné en quelques éléments un plan d'exclusivité pour la publication de demain. Merci beaucoup en tous les cas. Arash, tu voulais intervenir sur… Ouais, non, mais je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Très bonne remarque. Effectivement, on comprend les méthodes de calcul harmonisées, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y a, en plus de ce calcul, mais c'est très pertinent, je pense qu'il y a un travail spécifique à faire peut-être à La Réunion. À cela, il faut rajouter évidemment la cherté qui n'est pas neutre. Ça veut dire les produits de consommation n'ont pas du tout le même prix en métropole qu'à la Réunion. Donc bon, voilà, pour moi, c'est des facteurs aggravants, mais qui sont quand même majeurs. Et est-ce qu'on pourrait calculer ces taux de pauvreté en parité de pouvoir d'achat? Je pense que voilà, il y a une pertinence à avoir des modalités de calcul, mais je comprends parfaitement l'homogénéisation des approches statistiques, etc. Mais clairement, le concret à La Réunion est beaucoup plus marquant. Parce que parfois, il y a des écarts de prix malgré les boucliers ou je ne sais quoi. Enfin, tout ça nécessite vraiment une étude objective des prix, mais on est clairement, alors que ça soit sur les matériaux de construction ou que ça soit sur les produits de consommation, on a vraiment un phénomène d'écart géographique qui fait que les prix sont plus chers. Et en plus, ce qu'a relevé Stéphanie est fondamental, c'est-à-dire le niveau de vie ne se calcule pas pareil. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'a dit Marina, hein, c'est que le revenu disponible,
c'est le revenu qui reste pour consommer. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on peut consommer avec. Ça dépend effectivement du niveau des prix, vous l'avez très bien dit. Et donc, on n'est pas sur un concept de pouvoir d'achat. On est vraiment sur un concept de niveau de vie, de revenus disponibles. Alors, peut-être que le terme niveau de vie, effectivement, peut prêter un peu à confusion, hein, parce que quand on pense qu'on a un bon niveau de vie, on se dit qu'on est à l'aise, qu'on peut bien consommer, etc. Là, niveau de vie, c'est vraiment le revenu disponible par unité de consommation pour pouvoir consommer. Ça ne nous dit pas, effectivement, les différences de pouvoir de parité de pouvoir d'achat et ça ne nous dit rien du différentiel de prix de la Réunion. L'enquête comparaison spatiale des prix, hein, qui est réalisée par l'INSEE à la Réunion, a eu lieu en 2022. Les résultats seront publiés mi-2023. Donc, ça permettra de mesurer, hein, cet écart de prix en fonction de la consommation des ménages, de la structure de consommation des ménages entre la Réunion et la métropole, mais c'est vraiment un autre sujet. Même sans différentiel de prix, les ménages qui gagnent moins de 1 130 € par unité de consommation seraient pauvres, y compris en métropole. Voilà, j'en conviens, mais voilà, il y a des notions, faut se mettre d'accord. Nous, je partage avec vous parce qu'en tant que bailleur, on a ce sujet de reste à vivre, ce qu'on appelle le reste à vivre dans les calculs, avec des méthodologies pareilles qui ne sont pas complètement homogénéisées. La CAF, en tout cas, utilise une formule sur les restes à vivre par rapport au loyer, les revenus, etc. Donc, ça reste des sujets quand même peut-être pas macro au niveau de la statistique mondiale ou française ou je ne sais quoi, mais localement, je pense qu'on a tout intérêt à un petit peu mettre à jour ce qui se cache en fait derrière ces grandes lignes. Bien sûr, et c'est d'autant plus important dans la période inflationniste que nous vivons, hein, puisque les produits qui ont le plus augmenté sur les derniers mois, ce sont les produits alimentaires et l'énergie. Or, ce sont les produits qui pèsent traditionnellement plus lourd dans la consommation des ménages qui ont les revenus les plus faibles que dans les revenus des ménages âgés, donc des ménages aisés, pardon, qui sont parfois souvent âgés aussi, mais pas uniquement. Et du coup, il y a à la fois la fragilité supplémentaire, hein, liée à la structure des prix, vous l'avez bien dit, et puis il y a la fragilité supplémentaire face à l'évolution des prix, puisque les dépenses contraintes d'alimentation et d'énergie vont être particulièrement touchées. Oui, peut-être juste pour compléter, parce que je trouve que toute cette réflexion est vraiment fondamentale, notamment par rapport aux questions des quartiers prioritaires. Et je me dis simplement, il y a toujours cette question du rapport quand on mesure les inégalités entre ménages, et qui est interrogeante. Alors, je m'explique. On a vu là tout de suite qu'au niveau du calcul, on avait entre les ménages les plus pauvres et les ménages les plus riches, je crois, un rapport de 1 à 5,4 qui s'est réduit par rapport à la période d'avant. Mais en même temps, ça veut tout simplement dire que si mon ménage qui a 5 000 €, mettons, il a vu son niveau de vie augmenter de 400 €, ou de 400 €, on va dire que son augmentation en proportion, elle est plus faible qu'un ménage qui avait 1 000 € et qui est passé à 1 100 €. Je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire que globalement, celui qui a gagné 100, il a quand même gagné 300 de moins que celui qui en a gagné 400, et pour autant, l'écart, le rapport entre les deux, il a diminué. C'est-à-dire que globalement, quand on fait le rapport entre les ménages les plus aisés et les ménages les plus pauvres, eh bien, quelque part, on entretient un système, j'ai envie de dire, d'inégalité de revenus qui peut très bien s'entendre. La valeur du point, quand je travaille dans une entreprise et que j'appartiens à une convention collective, elle évolue en pourcentage et elle n'évolue pas en valeur en tant que telle. Sauf que le prix de la baguette de pain, il est le même pour tout le monde. Et là, quand on parle des produits de première nécessité, je veux dire, ce n'est pas parce que je suis riche que je vais manger 5 baguettes de pain, et si je suis pauvre, j'ai le droit à en manger qu'une. Il est bien évident que chacun va manger sa baguette, et que quelque part, eh bien, pour les plus pauvres, même si en pourcentage, ça leur a fait une augmentation plus forte,
eh bien, ça aura, comment dire, les inégalités se seront accrues, quoi. Beaucoup. Enfin, les plus pauvres auront moins de pouvoir d'achat que les ménages plus aisés. Donc, c'est cette question du rapport. Et quand on la ramène aux quartiers prioritaires, certes, en effet, on a vu que le niveau de vie avait plus progressé dans les quartiers prioritaires qu'à l'extérieur, mais en même temps avec un point de départ beaucoup plus faible. Donc, ce qui veut dire qu'en capacité à consommer, ben, les habitants des quartiers ont beaucoup moins vu leur situation progresser qu'à l'extérieur. Si ben, on prend la baguette de pain, le panier alimentaire nécessaire. Donc, c'était juste pour ramener ça, parce que je me dis, faut qu'on soit attentif à ce qu'on ne se dise pas entre nous, ben, quelque part, la situation s'améliore et on est, comment dire, on réduit les inégalités. Or, en réalité, les inégalités en tant que telles ne se sont pas réduites en capacité à consommer. Après, elles se sont réduites en rapport, ce qui est déjà un premier pas, on ne va pas dire le contraire, mais économiquement, ça ne produit pas pour les ménages la même chose, quoi. Voilà. Mais c'est compliqué, hein, je l'entends. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, dans les graphiques, toujours mesurer en écart. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le niveau de vie des habitants des quartiers, ben, il a pris du retard par rapport au niveau de vie des habitants des autres territoires, quand on est en écart et non pas en pourcentage. Je ne sais pas si je suis clair sur cette approche-là. Voilà. C'est juste. J'entends, ouais. J'entends ce que vous voulez dire et je partage notamment ce qui est les différences de structure de consommation et le poids de la baguette quand on est au RSA ou le poids de la baguette quand on est multimillionnaire, ça n'a évidemment rien à voir. Pour autant, avoir un minimum de revenus est déjà l'essentiel pour pouvoir accéder à l'achat de la baguette. Et c'est bien l'objectif de la mesure du niveau de vie et du taux de pauvreté. Évidemment, cet indicateur, il ne dit pas tout. Il ne donne pas la structure de consommation, il ne donne pas le poids des dépenses contraintes, il ne donne pas beaucoup d'autres éléments qui sont essentiels pour comprendre le niveau la qualité de vie, plutôt que je ne vais pas parler de niveau de vie puisqu'on a utilisé ce terme différemment, mais la qualité de vie des habitants, et il n'est qu'un indicateur parmi les autres. D'ailleurs, dans les tableaux, dans les données complémentaires, il y a d'autres indicateurs sur la population des quartiers qui sont utilisés. Le titre, me semble-t-il, de la publication est mesuré, hein, puisqu'on parle de légères améliorations. Il n'est évidemment pas question de dire que tout va bien, hein, quand on a encore un taux de pauvreté à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le rapport entre QPV et les grands quartiers en grande difficulté, puisque ce que ça montre aussi, c'est que si évidemment les politiques publiques ont besoin de définir des territoires bien précis, il y a la pauvreté ne s'arrête pas à la limite du QPV et ces quartiers sont eux-mêmes dans des zones où la population autour a des critères sociaux qui sont difficiles ou en tension. Et l'analyse de l'évolution du QPV et de l'évolution du grand quartier, c'était aussi un moyen de se dire, finalement, dans ces quartiers où il y a quand même un surcroît de moyens, hein, puisqu'il y a la politique de la ville qui intervient spécifiquement, est-ce qu'on constate de véritables évolutions différenciées par rapport au quartier lui-même en difficulté, un peu plus diffus, qui l'entoure? Alors, oui, le niveau de vie progresse légèrement plus, mais ça reste très léger. Pour autant, c'est pour ça qu'on a parlé de légères améliorations. Pour autant, il y a quand même, je trouve, un élément positif, c'est qu'il y a amélioration. C'est-à-dire que les QPV en 2018 ou 2019 sont dans une situation moins défavorable que lors de leur définition, en tout cas sur ce critère qui résume quand même un certain nombre d'éléments, qui est celui du taux de pauvreté. Okay. Merci. Arash, tu as encore quelque chose à rajouter? Ouais, non, excusez-moi, mais
Moi, je trouve ce sujet extrêmement important. Ce que a développé Hervé est vraiment, pour moi, c'est fondamental pour avoir une lecture plus fine de ce qui se passe sur le territoire, pour plein de raisons. Franchement, je pense que ça mériterait d'être, puisqu'on a un peu les bases de données, je pense que ça mériterait d'être fait, enfin, avec le contrôle évidemment des experts, des expertes du sujet, mais on a vraiment besoin d'avoir un regard assez précis sur les revenus et la capacité des ménages ou des individus seuls. Enfin, je reviens sur cette notion de reste à vivre et en interaction avec le niveau réel des prix, parce que sans ça, ça n'a pas de sens. Sans ça, on a un regard un petit peu global du sujet. On sait très bien que, bon, heureusement, à La Réunion, il n'y a pas le phénomène de cherté énergétique qui est très impactant, puisque, bon, pour des raisons écologiques que vous connaissez. Mais voilà, en métropole, ce dont je vous parle est vraiment une question aussi qui existe en métropole. C'est-à-dire, on parle de quoi et par rapport à quel niveau de l'inflation et comment on peut lire ces chiffres-là avec un tout petit peu plus de précision. Et franchement, je pense que c'est une mission en soi qui mériterait d'être lancée localement. Voilà. Bon. Là, j'ai lancé la pêche. Très bien, merci. Est-ce que les participants ont quelques remarques à faire ou des questions à Arash, qui en a fait déjà 2, 3? Non? Est-ce que, enfin, je trouve que les 2 présentations qui nous ont été faites, en tous les cas, grande qualité, se rejoignent bien évidemment. Et c'est vrai, je pense qu'il faut insister sur les effets de seuil entre cohortes, entre guillemets, en tous les cas. Parce que 10% pour un revenu, enfin, une augmentation de 10% du pouvoir d'achat, entre guillemets, hein, pour quelqu'un qui touche 1 000 € et pour quelqu'un qui touche 5 000 €, ça n'a évidemment pas le même impact. Donc, du coup, je pense que tout ça, ce sont des éléments qu'on doit garder en tête, notamment pour la prochaine génération des contrats de ville et de pouvoir être au plus près des difficultés des populations les plus pauvres, pas forcément en concentrant les moyens sur que des poches, mais en tous les cas, en évitant ce qu'on appelle les effets de bord des quartiers. Et en ayant des indicateurs, alors je ne sais pas du tout ce que va être la nouvelle géographie prioritaire parce qu'on n'a pas encore les éléments, et je pense que vous non plus, vous ne les avez pas, et que nous n'avons pas encore les éléments venus du national. Donc, pour le coup, on reste hyper vigilant sur la façon dont ça va se passer en tous les cas. Au niveau du centre de ressources, nous a semblé en tous les cas important de proposer ce format pour bien qu'on soit chacune et chacun au même niveau d'information sur la situation à un temps T de nos quartiers à la suite des évaluations finales des contrats de ville et à la suite aussi du travail qu'a mené l'INSEE ces derniers temps. Donc, du coup, ça fait partie du travail un peu pédagogique qu'on doit faire en commençant par là et qu'on aura à mener normalement tout au long de cette année. Est-ce que tu as des remarques à faire, une conclusion? Oh non, moi je serais plutôt. Je pense qu'au-delà de l'avoir en tête, effectivement, cet aspect du reste à vivre, je pense vraiment qu'il est important de se pencher là-dessus sérieusement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'étude, parce que toutes les publications vont aller vers… oui, on a vu plein de publications en disant que les choses s'amélioraient, certes, heureusement, mais en même temps, après ce que vous avez chacun de vous expliqué, on sent bien que finalement, le prix, alors nous c'est le paquet de riz, hein, c'est pas la baguette, le paquet de riz, lui a vraiment augmenté, et la bouteille de gaz aussi.
Donc, du coup, il y a quand même des choses impactant en fait les revenus des ménages, enfin en tout cas le niveau de vie des ménages. Et je pense qu'on a quelque chose à faire, nous, ici, pour pouvoir nous différencier, en tout cas, de ce qu'on va certainement nous proposer en termes de méthode depuis Paris. J'ai honte, excusez-moi, mais j'ai une dernière. Excusez-moi. Non, mais parce que vous n'êtes pas d'ici, mais ici, localement, je suis connu pour parler beaucoup, pardon, je m'excuse. Mais dans les documents produits par l'INSEE, il y avait toujours, enfin, moi, j'avais souvent trouvé la part des personnes habitant dans les HLM. Je parle parce que je travaille chez un bailleur. Et donc, la part des habitants des QPV résidant dans des HLM, je pense, à l'époque, les zones urbaines sensibles, on était autour de 70%, 67 à 70%. Et c'est une donnée très importante, enfin, pour notamment l'abattement TFPB et l'impact du bailleur dans les QPV. Et c'est un sujet assez central pour nous. Alors, je ne sais pas si c'est des données que vous ne nous avez pas présentées ou est-ce que vous ne les avez pas ou où est-ce qu'on peut les trouver? Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait la DL peut-être est plus au fait là, de ces statistiques sur le logement social. On les a, ils sont en open data hein, au niveau des communes et des EPCI. Je ne sais pas s'il existe de manière spécifique dans les QPV. Parce qu'après, on a souvent des sources côté recensement de la population, mais sur le logement social, ce n'est pas les sources les meilleures. Donc, je sais qu'il y a une source côté DEAL qui, le RPLS de mémoire, qui permet de mieux mesurer ce logement social. Dans l'étude qu'on a publiée là, sur le logement et dans les intercommunalités là, au mois de janvier, de mémoire, on avait le chiffre sur l'ensemble de la Réunion et le fait que 50% du parc locatif était du logement social. Donc, le chiffre que vous annoncez sur les QPV m'étonne peu, voire pas. Alors, tout à moi, fait... mes chiffres, c'était national. Hein. J'avais pas les voilà, mais localement, alors, il est pour nous. Ça peut dépendre beaucoup hein, de l'histoire urbaine et de celle du QPV, mais il y a de fortes chances que à la Réunion le chiffre en QPV soit plus élevé, mais honnêtement, je ne l'ai pas. Alors, oui. Karine Lombard de la DEAL, effectivement, avec RPLS, on a hein, le taux de logement social à l'échelle de la Réunion, dans les QPV de la Réunion et par QPV. C'est très inégal, hein, puisqu'on peut aller de 80% de logements sociaux sur des QPV comme sur Saint-Denis, on en a quelques-uns. À moins d'1% sur des QPV. Après, QPV et logement social c'est pas forcément lié. Hein. On est vraiment, le QPV, on est sur un taux de pauvreté, on n'est pas sur cette approche logement, même si on se rend compte qu'on a plus de logement social généralement dans les QPV, puisque c'est la solution pour loger les populations les plus pauvres, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je suis responsable de l'unité renouvellement urbain. Je suis les 6 projets en rue à la DEAL. On a par exemple un de nos projets en rue à Saint-Pierre où on a aujourd'hui 13% de logements sociaux. C'est un projet de renouvellement urbain. Mais les données, effectivement, logement social et QPV, on a les taux. Voilà. Mais je crois que dans l'étude l'étude qu'a fait le Compass, il y a une approche en matière de logement qui me paraît effectivement indispensable, d'autant plus aujourd'hui que on a quand même quelques difficultés à produire du logement social, hein, globalement à l'échelle de l'île. Et moi, la crainte que j'ai, c'est en corrélation avec cette difficulté à produire du logement social, c'est l'augmentation des marchands de sommeil, donc de la qualité de vie et d'habiter de nos populations, notamment dans les QPV.
En effet, nous, dans le travail qui a été réalisé là, au mois de novembre, on a repris les indicateurs que vous nous transmettez bien gentiment concernant notamment le RPLS, dans lequel on a différents éléments, dont en effet le taux de logements sociaux, qui peut varier de 100% dans certains quartiers. En tout cas, moi, je le voyais, on a des quartiers entièrement concernés, enfin, qui n'ont quasiment que du logement social. Si je prends Vauban à Saint-Denis ou La Source, Belle-Pierre, etc. Et puis de l'autre côté, on a des quartiers où les logements sociaux, c'est 14% à Langevin, Saint-Joseph, par exemple. Voilà, donc on a bien des réalités qui sont extrêmement différentes. Donc ça, vous le trouvez dans le document, c'est des données qui nous viennent du fichier RPLS. Vous trouverez aussi le prix des loyers en logement social, toujours RPLS. Et puis, on a exploité aussi ce que vous mettez aussi gentiment à disposition, tout ce qui est de l'ordre de la rotation dans les logements sociaux. Donc, la mobilité, qui est quand même aussi un élément de compréhension fondamental pour notamment les entrées-sortants, pour bien comprendre la dynamique des territoires qui peut être aussi impactée par la mobilité. C'est-à-dire que nous, on a une dynamique des territoires, mais on n'a pas forcément la dynamique des habitants. Si ceux qui partent vont mieux que ceux qui arrivent, là, le territoire s'appauvrit. Pour autant, ce n'est pas forcément les habitants qui s'appauvrissent. Donc, en effet, cette question du logement est fondamentale. Et puis, on sait bien que bien, pour beaucoup de ménages, je vis là où je peux vivre en fonction de mon revenu et que je vais chercher du logement là où ma capacité personnelle à pouvoir me loger me permet d'aller. Et je crois que c'est bien l'enjeu qu'on a autour de nos quartiers prioritaires. Et vous avez bien fait de le mentionner, ce n'est pas forcément dans les territoires de logements sociaux qu'on a le plus de difficultés. Il ne faut pas oublier que le locatif privé, il y a beaucoup plus de logements de mauvaise qualité en locatif privé qu'on ne pourra trouver dans le locatif social en général. Même si on se plaint parfois, on sait bien que le locatif privé, la qualité du logement est souvent moins bonne que ce qu'on va trouver dans le locatif social quand on est sur du logement à bas loyer, bien évidemment. Je ne parle pas des résidences de grand luxe. Et quand on analyse notamment, cette fois-ci dans l'Hexagone, et qu'on peut trouver les données qu'on a de plus en plus fréquemment aujourd'hui, les fameuses DPE, qui nous parlent des logements sur leur qualité énergétique, eh bien, on fait apparaître de manière très claire que ce n'est pas dans les territoires de logements sociaux qu'on a la qualité du logement en matière de consommation énergétique les plus mauvaise, bien loin de là. C'est surtout quand on est sur du vieux locatif privé. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi à avoir en tête par rapport à la question du logement social. Voilà. Claudine, tu voulais intervenir? Oui, en fait, dans la continuité de ce que disait Arash sur le lien entre les ressources, enfin le reste à vivre. Alors, je voulais savoir, alors très naïvement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'analyser l'impact du bouclier qualité-prix? Et est-ce qu'on ne pouvait pas prendre comme repère, un des repères d'analyse sur l'impact de l'augmentation des prix à la consommation, ce bouclier, avec l'évolution des produits, des prix qui y sont. On a l'impact Covid, la guerre en Ukraine, enfin voilà, et le ramener au ratio justement de l'augmentation des 10% dont on faisait référence tout à l'heure, en fait, pour avoir des choses. Alors, c'est à une échelle, voilà, sur les besoins alimentaires et les produits de première nécessité, mais c'est peut-être un repère qui est quand même assez cohérent avec la pratique quotidienne, alors que ça soit dans les QPV ou pas, mais bon, là, on s'intéresse aux QPV, qui nous donnent des références peut-être très pragmatiques, mais qui pourraient, qui sont parlantes, à mon sens. Je ne sais pas, c'est un exemple de choses très concrètes. Est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Voilà, une question. Alors, je ne connais pas tout de ce qui est fait sur les prix à La Réunion encore, étant arrivé assez récemment, mais je crois quand même qu'il y a l'Observatoire des marges et des prix de La Réunion qui s'intéresse spécifiquement à ces problématiques-là, dont on participe aux travaux régulièrement.
et qui suit notamment l'évolution des prix du panier bloqué, là. Ce que fait l'INSEE, c'est l'indice des prix. Donc, c'est un panier beaucoup plus important, beaucoup plus large, qui est récolté tous les mois et qui permet d'avoir une série longue sur l'évolution des prix. Donc, ces travaux-là viennent alimenter globalement les travaux de l'Observatoire des marges et des prix, mais je ne sais pas ce qu'il est possible de faire spécifiquement sur ce panier-là. Je prends note de votre question, en tout cas. Par contre, il y a tout le boulot super là, que vous faites au niveau de l'INSEE sur l'enquête budget des familles, je crois. Et là, il y a peut-être des choses intéressantes à travailler, puisque ça pourrait répondre peut-être à la question de Claudine sur cet enjeu-là. Vous faites apparaître des modes de consommation qui sont un petit peu différents pour les ménages de La Réunion. Et ça a peut-être du sens à travailler justement dans les quartiers avec ce que ça veut dire en matière de revenus. On sait bien que les familles monoparentales consomment beaucoup moins, mais qu'elles ont aussi une structure de dépenses différente. Enfin, et je trouve que dans votre étude, il y a des choses hyper intéressantes aussi par niveau de vie. Et peut-être que, je crois qu'elle date un petit peu, mais j'imagine qu'elle va être mise à jour. Et là, peut-être qu'on peut avoir des éléments intéressants pour comprendre comment on vit dans les quartiers en fonction du niveau de vie, quoi. Je crois que l'enquête budget des familles, c'est 2018 ou 2017. 2017, la prochaine n'est pas prévue avant 2024 ou 2025. Mais quoi qu'il en soit, la structure de consommation, ce n'est pas quelque chose de très variable hein, dans le temps. Ça donne de bons éléments. D'ailleurs, l'INSEE au niveau national a publié des travaux sur l'impact de l'inflation par type de ménage grâce à l'enquête nationale budget des familles. Hein. Certaines régions ont dupliqué ces travaux en regardant leur part de ménage en dessous d'un certain décile de revenus, etc. Et effectivement, ça donne des choses que l'on comprend bien intuitivement. Hein. Ça permet de poser des chiffres, mais ce sont des choses que l'on comprend bien intuitivement. C'est que lorsque dans la structure de consommation, l'alimentaire et l'énergie pèsent lourd, eh bien, on est plus impacté par la croissance des prix actuels, puisque ce sont les postes qui croissent le plus. Or, qui est impacté par un poids important des dépenses alimentaires, ce sont notamment les ménages qui ont les revenus les plus faibles. Donc, du coup, forcément, dès que ces produits-là augmentent, vu que leur budget est très peu élastique, en plus, ils subissent cette hausse de plein fouet. Sur les dépenses d'énergie, c'est un peu plus variable. Et ici, en plus, ça va concerner essentiellement les déplacements. Donc, du coup, au plus le ménage va être amené à se déplacer, au plus il va être impacté par la variation du prix donc de l'essence au sens large. Et là, du coup, on peut avoir des actifs qui ont des très faibles revenus, les retraités qui sont parfois amenés à se déplacer pour des raisons plutôt de santé, etc. Donc, effectivement, en regardant les différences de structure de consommation des ménages et les variations relatives des prix des différents postes de consommation, on peut arriver à raconter des histoires, en tout cas à affiner ce tableau de ce que peut être l'impact de prix chers sur l'alimentation ou d'une augmentation du renchérissement des prix de certains produits. Très bien, oui, donc on a un peu dépassé sur le timing initialement prévu. Je pense qu'on peut conclure pour cette session-là et pourquoi pas en essayer d'en produire d'autres. En tous les cas, moi, je tenais à vraiment remercier la présence de l'INSEE et du COMPA pour la qualité du travail mené, la qualité des présentations réalisées. Donc, ça donne encore une fois un regard vraiment complet et global sur la situation de nos quartiers qui évolue, certes. Donc, maintenant, on va attendre
On va attendre les nouvelles mesures ou pas de ce que sera la prochaine génération de la politique de la ville en tous les cas. Merci pour votre mobilisation à toutes et tous.